Stéphane Edouard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Livre Noir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de nos abonnés, justement, souhaitaient depuis de longs mois vous écouter chez Livre Noir. Donc, on est ravis. Vous êtes un écrivain, un entrepreneur. Vous êtes un des premiers, d'ailleurs, entrepreneurs à avoir gagné votre vie sur le web. Vous avez été connu aussi à la télévision, évidemment, avec l'émission Marié au premier regard. On en parlera un petit peu. Et vous avez une chaîne YouTube de près de 400 000 abonnés où vous réalisez notamment des vidéoscopies. Vous avez un site internet aussi avec des modules de formation. Et vous faites aussi régulièrement polémique. Donc, on reviendra sur ces différents points. Alors, conformément à la tradition de cette émission, on commence toujours par une citation. On a choisi une de Balzac. Et on aimerait que vous nous disiez ce que ça vous inspire. La résignation est un suicide quotidien. Alors, je m'en souvenais mal de cette citation, puisque je croyais la connaître, mais dans ma mémoire, qui, comme toutes les bonnes mémoires, déforme, comme disait Paul Géraldi, à qui on suggérait de prendre une photo de son couple, il disait « Je préfère la mémoire qui sait si bien oublier ». Donc, les citations qu'on a le mieux comprises sont celles qu'on oublie progressivement, parce qu'on en fait sa chair. Et dans mon souvenir, c'était un suicide collectif. Et en fait, je découvre que c'est un suicide quotidien. Ou français, d'ailleurs. Un suicide français, comme a dit l'un de vos autres invités. Oui, alors je ne suis pas le spécialiste du suicide. Je sais que, corrélativement à l'espérance de vie, ce sont des problématiques qui commencent à être très prégnantes dans notre monde occidental. Quelques années, quand on émettait l'hypothèse que l'espérance de vie allait plafonner, on était un décliniste, un collapsionologue, là, un collapsologue, un décadent, etc. J'avais d'ailleurs expliqué ça à Nolo, enfin j'avais tenté de lui dire sur le plateau d'Hanouna que en fait on était devant un problème plus sérieux qu'il n'y paraissait, et puis il a balayé l'argument d'un revers de main. Alors j'étais allé vérifier le lendemain, et suicide et espérance de vie enfin, espérance de vie est en décroissance, suicide est en croissance dans nos coins, dans nos contrées. Moi, à propos de la résignation, qui est le contraire de l'espérance, j'ai envie de citer Finky. Finky, à sa grande époque chez Ruquier, avait dit, je me rappelle, la pente n'a pas besoin d'avocat, puisque la pente, c'est ce vers quoi on se laisse aller spontanément. Et quand on a une sensibilité de droite, comme j'imagine une grande partie de vos téléspectateurs, je n'ai pas dit comme moi d'ailleurs, je ne me classe pas politiquement, quand on a une sensibilité de droite, en général, on a une pente à la résignation, une espèce de fascination parfois un peu morbide pour la décadence, pour le c'était mieux avant, pour le conservatisme de rigueur et de principe. Et je me méfie des pentes, voilà. Donc j'ai tendance à dire que quand une posture vient trop intuitivement, c'est qu'en fait il faut s'en préserver. Alors il m'arrive très régulièrement d'être résigné, il m'arrive très régulièrement d'avoir du ressentiment, et je me dis que si c'est ma pente, il faut que je m'en préserve, et il faut que je travaille à découvrir des motifs d'espoir. Alors ça peut être... il y a plein de méthodes, ça peut être lister les bonnes nouvelles. Donc l'année dernière, en 2022, j'ai fait la carafe des bonnes nouvelles, donc j'ai acheté une carafe en verre. Et puis chaque fois qu'il se passait un truc surprenant, agréable, je l'écrivais sur un post-it que je pliais, puis je le mettais dans la bouteille. Et à la fin de l'année, j'ai vidé la bouteille. En fait, j'aurais dû la casser, mais petit joueur, j'ai pas osé parce qu'elle était jolie. Et puis j'ai relu toutes les bonnes nouvelles de l'année. Alors voilà, il faut être un petit laborieux de l'espoir, et surtout quand son naturel penche de l'autre côté. Voilà. Il ne faut pas se laisser aller à toutes ces passions et à toutes ces pulsions, car c'est la porte ouverte à bien des mauvaises
des mauvaises nouvelles, quoi. Voilà, donc c'est pas la citation de Balzac, effectivement, que je retiens en premier. Moi, je connais beaucoup de citations misogynes de Balzac, mais j'imagine que vous me lancerez sur ce sujet sur lequel on me reprend souvent. Balzac fait partie à peu près tous les grands auteurs qui ont été taxés de misogynie. Hein. C'est le passage obligé, voilà. Il avait on garde la citation, on fait un petit peu comme ça des cliffhangers, on garde les citations pour plus tard, comme ça on essaie d'accrocher le public. Donc restez bien devant Livre Noir, vous découvrirez la petite saillie misogyne de Balzac dans quelques minutes. J'ai tendance à dire que il y a des petits exercices de bonne santé à faire. Il y en a pour le corps, il y en a pour le cœur, il y en a pour l'esprit. Et quand on penche à droite, un des exercices de préservation et de bonne santé, c'est de s'abstenir de trop pencher et de s'efforcer, de s'émerveiller de petites choses, de continuer à croire. Victor Hugo disait, je crois, c'est pas parce qu'il n'y a plus rien, c'est pas parce qu'on ne croit plus en rien qu'il faut arrêter d'espérer. Donc voilà, il y a des petits efforts comme ça de rectification, de correction du mât, voilà. Justement, je le disais un peu tout à l'heure, vous êtes connu justement pour parler beaucoup de féminisme, hein, pour aussi vous envoyer clairement, vous les envoyez aussi beaucoup bouler, hein, je dirais. Comment, en fait, en proposant des accompagnements de développement aussi, j'allais dire des formations, développement personnel, peu importe comment on l'appelle, vous en êtes arrivé à être envoyé au club des masculinistes. Je reprends un peu ce que le journal de TF1, donc il y a un mois justement, qui avait essayé de vous dépeindre comme un horrible masculiniste face aux féministes. Comment vous pensez qu'on en arrive là? Alors, on en arrive là en suivant une séquence qui n'est pas tout à fait celle que vous avez identifiée. Je précise aux téléspectateurs que c'est un peu l'excuse du pilote, hein, qui a toujours un souci avec sa monture. En arrivant dans le taxi, j'ai ma lentille, une de mes lentilles s'est échappée de mon œil, et donc je bigle affreusement, ce qui me donne un mal de tête épouvantable. Alors je fais de mon mieux, mais je sais que déjà, même avec les deux yeux, j'ai un regard de chien battu. Donc là, j'ai un peu un regard de chien errant entre les caméras, mon interlocuteur, les éclairages, une lentille. On va croire qu'on vous accueille mal après ça. Un œil très corrigé, l'autre pas du tout. Donc si vous voyez mon regard errer un peu dans le vide, il faudra être magnanime, sinon l'interview allait être reportée encore au calendrier grec. Donc je fais comme je peux. Hein. Oui, alors je disais, en réalité, moi, mon sujet n'a jamais été, en tout cas, de mon plein choix, le féminisme. C'est certainement le sujet d'autres et je le respecte. Je pense que c'est un des sujets de Rochdy que vous avez reçu et certainement d'autres. Moi, je ne parlais pas de féminisme, je parlais de femmes et de féminité et de l'articulation de ces deux pôles ou de ces deux catégories, l'une avec l'autre. Et en réalité, quand on parle de la féminité et des femmes, eh bien, on se heurte à... j'allais dire une meute, c'est pas gentil, on va encore me reprocher des métaphores animalières, mais on va dire à une armée de réserve. Comment appelait-on les gardes des empereurs romains, là, les gardes prétoriaux, je crois, voilà. On se heurte à des gardes prétoriaux, quand même un peu plus joli que de dire des chiennes de garde, mais enfin, c'est leur expression à la base. Et en fait, on a donc ces gardes ou cette armée de réserve qui vous assaille. Sur tous les plans, qui vous assaille médiatiquement, personnellement, qui monte au front et qui fait tout pour vous faire taire. Et c'est arrivé à peu près à quiconque l'a ouvert sa gueule sur les sujets de la femme et de la féminité. À peu près dans tous les pays occidentaux, ça a commencé aux États-Unis dans les années 80-90 avec ce qui est eu que Ross Jeffries, d'autres dont j'ai oublié le nom. En France, fin 90, début 2000, on a eu un jeune Alain Soral qui a réalisé une prestation que beaucoup jugent assez mémorable sur le plateau de C'est mon choix, sur le sujet de la femme. Qui est très repris d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, de son rôle sur le marché du travail, de son rôle de mère, de sa place de...
Et en fait, tous les hommes qui, à un moment ou à un autre, ont prétendu avoir soulevé le voile du soi-disant mystère de la soi-disant féminité, se sont pris, ont été l'objet d'une chasse à courre, comme ça, et en réalité, sont obligés, pour se défendre, d'essayer de comprendre les ressorts du féminisme. Mais ça peut paraître... je donne un peu l'impression d'enculer les mouches, mais non, ça n'est pas enculer les mouches que de dire que moi, je n'ai jamais voulu en parler. Moi, j'ai parlé des femmes et de la féminité et de l'articulation entre les deux. De la même manière que j'ai des conférences sur l'homme et la masculinité et l'articulation entre les deux. Et c'est très important de faire la différence, car en réalité, j'anticipe sur votre question suivante, c'est pas de moi, c'est de Kundera, un misogyne est quelqu'un qui préfère les femmes à la féminité. Car on lui reproche en réalité de ne pas céder à la féminolatrie ambiante, à la gynolatrie ambiante. Et un bien-pensant, un gentil garçon, monsieur pas de problème, en réalité, vénère la féminité mais ne connaît pas les femmes. Quand on prétend connaître et s'intéresser plus aux femmes qu'à la féminité, eh bien on est misogyne. Encore une fois, je répète, c'est pas de moi, c'est de Kundera. Et c'est à retrouver dans le célèbre livre dont j'espère vendre des pelletées entières, qui s'appelle Le Dictionnaire de la misogynie, de la charmante Agnès Michaud, qui est une ancienne journaliste de Canal+, qui a fait les belles heures des fantasmes de tous les jeunes mâles nés dans les années 70 et 80, avec sa petite coupe au carré et son petit minois. Voilà. Donc moi, mes sujets, c'était femme, féminité, masculinité, homme. Et parce que je ne vais pas être trop mauvais, car j'imagine que quand on est vraiment trop nul, eh bien on passe sous les radars, eh bien j'ai pris la meute. Voilà, pas la meute médiatique dont personne ne sait qui la contrôle, pas celle-là. J'ai pris la meute des actrices, des journalistes, des rédactrices en chef, et la première, je vais vous livrer un petit scoop, c'est une actrice belge ou franco-belge qui m'a sauté à la gorge quasi littéralement sur le plateau de... Comment s'appelait cette émission disparue La comédie, c'est à nous. C'était Mustapha El-Astrassi, il s'appelait. Et il avait un talk à 20h sur comédie. Et j'étais un des premiers invités, car lui, comme d'autres, maintenant je balance parce qu'ils ont un peu quitté l'antenne, en fait, étaient des fans et me suivaient. Il y a plus de 10 ans. Et j'ai beaucoup d'animateurs télé ou de rédac chefs de magazines cool ou contre-cool, hein, on les citera pas, mais enfin, allez voir du côté des rédac chefs de Technicart et autres, qui, à l'époque, en fait, s'abreuvaient de mes conseils, mais me disaient « Je suis désolé, je suis obligé de te casser un peu dans le magazine. Mais en fait, tes conseils m'ont permis soit de monter en grade, soit de me faire un réseau, soit de mieux comprendre et de mieux naviguer au sein des dynamiques et de la politique de mon entreprise. Et donc, voilà, des animateurs, des journalistes me suivaient, m'approuvaient en off, mais me critiquaient évidemment en public. Et Mustapha, bon, qui était quand même pas le pire, on lui passe le bonjour d'ailleurs, si jamais il existe encore dans les médias, je ne sais pas, c'était pas le pire. Lui, Nikos et tout, ils étaient relativement sympas. Et Mustapha m'a dit, écoute, je t'aime bien, je t'invite chez Nikos vendredi matin sur Énergie, et samedi chez moi. Chez Nikos, on était entre hommes, tout s'est très bien passé. Comme chez Hanouna, d'ailleurs, j'ai rien à reprocher à ces passages télé. Chez Hanouna, c'est moi qui étais nul, c'est moi qui étais malade, j'avais un souci de santé, mais bon, peu importe. Et chez Mustapha, ma voisine de gauche s'appelait Virginie Efira. Et j'avais dit à Mustapha, écoute, bon, tu sais ce que je fais dans la vie, donc je vais pas te rédiger ta fiche. Par contre, je te demande qu'une seule chose, je te demande pas d'être payé ni rien. Une seule chose, pitié, surtout, surtout, surtout pas, ne dis pas que je suis coach en séduction. D'accord ? J'ai fait ça 6 mois entre mi-2006 et 2007. On me le reproche encore 15 ans après, et dans 100 ans peut-être, pour qui a la référence. Donc là, on était en 2011-12, quelque chose comme ça. J'ai dit, je ne suis pas coach en séduction, je ne suis plus coach en séduction, j'ai fait ça 6 mois. Pitié, ne me fais pas arriver sur le plateau comme ça, tu vas m'antagoniser toutes les femmes. Il me promet, et évidemment, j'arrive en plateau, et il me fait un grand clin d'œil, et avec sa fiche, il fait « coach en séduction ». Et là, Efira, Virginie,
que je jugeais un peu l'archétype de un physique, un mental. Donc voilà, c'est une petite boulette. Donc elle est un peu ronde, elle est accorte, elle était à l'époque, bon, surmaquillée, mais enfin quand même un peu mimi. Et en fait, je vois la haine dans ses yeux. Alors, je m'assieds sur mon fauteuil, elle avait beaucoup plus de pratique des plateaux, des médias, etc. Moi, j'avais fait quoi, 4-5 plateaux, c'était quand même une personne de médias. Et en fait, dès qu'en off, elle masquait son micro, elle écartait son micro de sa bouche et elle m'insultait, en fait, entre chacune de mes répliques. Et j'avoue qu'elle m'a totalement déstabilisé et j'ai jamais été diffusé. Alors, j'ai les preuves de ce que je dis, puisque j'ai gardé les fiches de l'émission avec mon nom et tout, donc je peux prouver ce que je dis. Mais je n'ai pas été diffusé, car en réalité, je suis devenu livide et ma prestation a été indigente. Parce qu'en fait, elle m'a dit de tout, que ce que je faisais était indigne, que c'était infâme, que c'était de la manipulation, enfin, toute l'homélie... pas du père Attali, mais enfin l'homélie de la mère Virginie, hein, pour faire des rimes aussi. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait une rente d'un certain nombre de sujets. Alors Onfray en a pris conscience en s'attaquant à la psychologie. Moi, j'en ai pris conscience en essayant de décrire honnêtement et simplement les relations hommes-femmes. Et en fait, tu t'attaques à une rente, et derrière une rente, il y a une industrie qui vit de cette rente, c'est-à-dire, elle, c'est en tournant dans des films psyrosés, c'est-à-dire de la psychologie à l'eau de rose, avec des amourettes dans lesquelles, évidemment, les femmes sont les aventurières au long cours, et les hommes sont des petits sujets comme ça à assujettir à, j'imagine, tout doux et tout et qui ferait pas de mal à une mouche. Donc il y a les acteurs, il y a le réalisateur, il y a les journalistes, il y a les auteurs de nouvelles, etc. Et en fait, toute cette caste vous évince. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai tourné autour de la question, je me souviens plus. C'était, oui, pourquoi TF1 ? Eh ben TF1 n'est que la continuation, en réalité, de quelque chose qui dure depuis quasiment mes premiers articles. Alors il faut savoir que TF1 nous aimait bien dans les années 2010, puisque nous avons reçu, enfin je dis nous, on était 4, comme je ne voulais pas être coach, j'aimais pas ça, mais que les gens réclamaient, donc j'avais recruté 2-3 coachs, Alexandre, Pierre, Djibril, et en fait TF1 nous invitait tout le temps, on est passé chez Coé, et à l'époque, comme c'était un concept, la télévision c'est une orange ou une clémentine, on prend chaque tranche et puis on la pèle, et puis on la mange et puis on recrache les noyaux. Donc à l'époque on nous mangeait, et puis maintenant on nous recrache. Donc à l'époque il n'y avait pas de problème, on était une espèce de nouveauté à éplucher. Et puis quand j'ai définitivement fait une croix sur le coaching et dit à ses collaborateurs, bon vraiment c'est un domaine dans lequel je pense qu'il n'y a pas d'avenir et ça ne me plaît pas, et on va faire des conférences, écrire des livres, etc. Là, tout à coup, les mécanismes de défense sont devenus un peu plus virulents, et alors ça a été l'anathème. Voilà, maintenant c'est l'anathème systématique, donc TF1, Canard enchaîné. Et puis comme un journaliste est quelqu'un qui lit d'autres journalistes, eh bien en fait, il y a une itération. C'est-à-dire que chaque article considère que le précédent est vrai, un peu comme Wikipédia. Hein. Sauf si c'est un média comme Valeurs Actuelles. Oui, qui m'a d'ailleurs jamais contacté. Non pas que je le réclame, mais c'est vrai que je n'y suis pas passé. Et donc voilà, on me resserre l'éternelle soupe du dresser sa femme, que je n'ai absolument jamais dit, et j'ai même on a même monté un short sur ma chaîne pour rappeler que je n'ai jamais prononcé cette phrase, que c'était un piège gentil de mon co-animateur de podcast qui a sorti la phrase d'un chapeau et qui m'a dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Ma première réaction, c'est une connerie. On avait une invitée femme. Je la regarde en disant « Je suis de ton côté, c'est une connerie, l'auteur est un imbécile. » Et pourtant, les journalistes, ça ne les a pas empêchés de décréter que c'était ma phrase. J'ai poursuivi en justice le journal. C'est pour ça que dans vos vidéos, d'ailleurs, à chaque fois que vous prenez une citation que vous voulez déconstruire, vous précisez bien à l'écran que ça ne peut pas être mis hors contexte. Ben, j'essaye, mais de toute façon, ce sont des précautions vaines, puisque la juge, après 4 ans de procédure et une audience de 3 heures,
m'a dit à moi et mon avocat de l'époque, Maître Teboul, bon, écoutez, monsieur Édouard, si vous ne l'avez pas dit, de toute façon, on voit que vous le pensez. Voilà, c'est dur. À la 17e, là, je ne citerai pas le nom de la juge pour pas avoir d'ennui, mais enfin bon, tout ça est trouvable en ligne. Donc, voilà, quiconque met un pied sur le précaré des psys en matière de relations s'attaque à une rente, comme l'a très bien compris Onfray, qui n'en a plus jamais parlé, et quiconque met un pied dans le précaré féminin se tape la garde prétoriale. Voilà. J'ai une question, c'est qu'en fait, c'est une question un peu polémique, mais il faut la poser, c'est que on parle toujours aujourd'hui, justement, entre les relations entre les hommes et les femmes. On parle de féminité, on explique qu'il y a des femmes contre des hommes contre des femmes, etc. Est-ce que aussi il n'y a pas la question de l'émergence dans le débat public et aussi au sein de l'élite de l'homosexualité qui fait qui s'introduit et qui justement va biaiser cet ensemble? Parce que l'hétérosexualité aujourd'hui, c'est une des thématiques parfois que vous abordez, elle est clairement mise en péril. L'homme blanc hétérosexuel, c'est aussi l'homme à abrate. Et dans la majorité aussi de milieux, du showbiz, etc., il y a une surreprésentation des homosexuels. Et de facto, un homme, s'il est homosexuel, n'a pas la même vision des choses qu'un hétérosexuel. Je ne suis pas tout à fait sur votre ligne sur une espèce d'anthropologie de l'homosexuel. C'est une question, j'ai pas dit que c'était mal. Bon, bah, je présuppose que c'est votre ligne, alors je peux me tromper. Je peux faire des présuppositions fausses, hein, bien sûr. Je n'ai pas d'éléments attestant que, pour des raisons de nature ou de culture, l'homosexuel aurait une vision politique différente des choses. Il y a un faisceau convergent d'exemples dans l'histoire, d'André Gide à... C'est marrant, dès qu'on est devant les caméras, les exemples vous fuient. D'André Gide à je ne sais quel homosexuel notoire. Mais j'avoue ne pas avoir creusé le sujet de l'homosexualité, peut-être parce qu'il m'intéresse peu ou pas. Peut-être parce que la plupart de mes mentors l'étaient de manière avérée ou on leur en a fait le reproche. Je n'ai pas d'analyse très évoluée, au risque de vous décevoir, sur le thème de l'homosexualité. Ce qui me paraît clair, en revanche, c'est que la chasse à ce que vous appelez l'homme blanc... alors, d'abord, deux choses dans l'ordre. Premièrement, il y a toujours eu une homosexualité d'élite, que ce soit à Hollywood, à l'âge d'or du cinéma, que ce soit dans la Grèce antique ou la Rome antique, mais simplement, elle s'inscrivait dans un cadre qui n'excluait pas le mariage hétérosexuel. C'est-à-dire que les grands acteurs, de la même manière que les notables romains ou grecs, avaient une domus dans laquelle ils avaient femme et enfants, et ils avaient un contrat, tacite ou parfois pas tacite. Et dans ce contrat était accepté un certain nombre d'entorses à la règle, entorse avec une femme, entorse avec un homme. L'homosexualité n'interdisait pas ou n'oblitérait pas une hétérosexualité conjugale qui se passait à la maison, dans la domus, et puis un contrat, souvent tacite mais pas forcément, permettait à l'homme d'avoir une vie extérieure. Et dans cette vie extérieure, selon la région du monde, on allait voir qui des hommes dans la Grèce antique, qui des femmes dans la Rome antique, qui des geishas dans le Japon antique. Et d'ailleurs, il y a encore des statistiques qui montrent que même dans le Japon moderne, les hommes, les maris, ont une définition très large et très souple de la monogamie, car en réalité, il y a énormément de relations avec des prostituées qui sont considérées comme ne pas compter et ne pas représenter des coups de canif dans le contrat. Donc je trouve qu'il est un peu stérile d'opposer dialectiquement l'homosexualité à l'hétérosexualité. L'homosexualité est surreprésentée dans les milieux décisionnaires, dans les milieux à haute création artistique. Non, je parlais du coup de lobby LGBT, c'est-à-dire il y a deux types d'homosexuels, bien sûr. Il y a deux types d'homosexuels. Il y a celui qui vit son homosexualité
et celui qui la revendique, qui veut la mettre en avant, qui serait prêt demain, limite, à demander des quotas, etc. Oui, alors c'est pas la même chose. Sur les quotas, on a tendance à sentir le début du vent tourner. Je ne vous apprends pas que la Cour suprême américaine a commencé à mettre le holà au quota de points sur les étudiants à l'école. Alors certes, ça n'a rien à voir avec les LGBT, mais c'est toujours une logique de repentance, de récrimination et de compensation d'inégalités de base. Malgré Biden et les gens qui tiennent, on va dire qui le tiennent debout, parce que manifestement il ne tient pas toujours bien debout. Donc malgré Biden, ses béquilles et ses ficelles, la Cour suprême a quand même dit on va se calmer sur les pénalités aux étudiants asiatiques et les points de bonus aux étudiants afro-américains, parce qu'on commence à être la risée du monde civilisé. Il n'est pas impossible qu'une technostructure ou une superstructure politique de la sorte mette un peu le holà aux récriminations LGBT, ou bien, deuxième hypothèse, pour faire de la prospective, ces minorités LGBT, avant de devenir majorité, seront chassées par les uns qu'ils ont contribué à faire venir en masse au nom de l'accueil des étrangers, du cosmopolitisme et du sain migrationnisme, la fascination pour la migration. Donc ça, c'est tout à fait possible également, hein, qu'à un moment, dans la collusion des minorités dans les mêmes quartiers, en fait, il y en ait une qui gagne et qui élimine l'autre. Ou bien, tout simplement, si l'embryon de crise énergétique qu'on a commencé à avoir se mue en crise plus sévère, et s'il faut vraiment commencer à savoir utiliser ses mains et à faire du feu et à se défendre et à manier une arme, et comme c'est pas forcément les sujets qui les intéressent le plus, par sélection naturelle, ils tendront à disparaître, ou encore, ça je crois que c'est une des thèses de Julien, c'est de toute façon ils survivront pas très longtemps, ou encore, quatrièmement, il y a aussi la possibilité tout simplement que la mode change, hein. On rappellera que, comme disait je crois Roland Barthes, les gens ne tomberaient jamais amoureux s'ils n'avaient pas entendu parler d'amour. Il n'y a pas d'idée sans les mots qui portent ces idées. Et de la même manière, autant d'enfants se poseraient-ils la question de leur genre si on ne leur offrait pas les briques de vocabulaire dès l'école, voilà. À l'époque, à l'âge où on a un esprit malléable, on fait avec le zeitgeist, l'air du temps, les mots qu'on entend à l'école, à la maison, dans la rue, dans les publicités. Et autant de gens questionneraient-ils leur hétérosexualité s'ils n'entendaient pas qualifier les autres genres, les autres tendances. Il est très probable que la réponse soit effectivement oui, beaucoup moins. Beaucoup moins se poserait la question si ils n'avaient pas les mots pour se la poser, de la même manière que sur 100 personnes, combien sauraient décrire le sentiment amoureux s'ils l'avaient jamais vu dans un film, jamais lu dans un livre, jamais vu chez des proches. En réalité, très très peu. Donc, je ne suis pas très fort en prospective, moi je me concentre un peu sur le présent, mais pour boucler sur la citation initiale qui était l'espoir, l'espérance et la résignation, je trouve que nous avons plusieurs arguments pour ne pas être défaitistes sur les sujets du LGBTisme, dont on peut très bien, si on nous prête vie dans les prochaines décennies, ce que je nous souhaite, on pourra peut-être très bien se rendre compte qu'en fait on est passé par un pic. On est passé par un pic d'agressivité, par un pic de représentativité, et qu'après ça a décru, voilà. Soit pour une des raisons que j'ai évoquées, soit pour une conjonction des raisons que j'ai évoquées, parce que les phénomènes complexes sont rarement monofactoriels, hein. C'est une conjugaison de facteurs. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la sexualité est en danger à l'heure où il y a une présomption de culpabilité vis-à-vis de l'homme ? La sexualité a commencé à virer de bord et, on va dire, à se répartir de manière très dissemblable ou très peu harmonieuse, bien avant les menaces auxquelles vous faites allusion, qui doivent être MeToo et toutes les histoires de consentement rétroactif, dont quasiment chaque semaine un personnage éminent est accusé. Voilà. La réalité, c'est que
pendant en gros 300-400 ans, les mariages étaient l'histoire des femmes. Ça s'appelait les marieuses et c'était arrangé à l'avance pour des contingences de terre, de travail, de disponibilité, de répartition géographique. Et la libéralisation, bon, qu'on appelle mai 68, mais qui à mon avis a commencé un petit peu avant, a donné, l'accès aux hommes et aux femmes à des partenaires qui habitaient beaucoup plus loin, parce qu'avant il était très très rare de trouver un conjoint qui habitait à plus de 50 km de là où on était né. Déjà quand on faisait 50 km, c'était quasiment comme traverser la Méditerranée ou le Rubicon. Et non seulement désormais le panel des options s'agrandit, mais en plus, de par, encore une fois, une conjonction de facteurs qui peuvent être les nouvelles technologies ou qui peuvent être une certaine forme de libéralisation des passions ou on peut voir des unions qui auparavant auraient fait l'objet d'une forme de, on va dire, de répulsion qui aurait été plus rare. Par exemple, moi, je suis métisse, comme tout le monde le voit. Dans les années 70, un couple métis, c'était rarissime. Mes parents ont dû faire preuve d'une grande force de caractère pour imposer à leur famille, à leur environnement, alors qu'ils étaient français. La Guyane, c'est français depuis 1763 et département français depuis 1946, comme je l'ai écrit récemment dans La Furia, et beaucoup de nations l'ignorent. Donc, il était très... C'était un énorme enjeu et c'était vraiment faire preuve de ténacité, de pugnacité à l'époque de faire un couple métis. Aujourd'hui, c'est quasiment la norme. Donc, par acceptation de couples beaucoup plus dissemblables en termes ethniques, en termes sociaux, en termes d'âge, en termes de provenance géographique, en termes de handicap, en termes d'obésité, en termes de tout ce que vous voulez, par le fait qu'on a l'impression d'avoir le monde entier disponible au bout de son smartphone. Toujours se rappeler que c'est pas parce que c'est permis que c'est possible. Hein. Il vous est permis de télécharger tous les profils que vous voulez, il ne vous est pas possible de les rencontrer. Hein. Ça, c'est Kluskar, permis, possible, possible, permis. Et par le troisième facteur que j'ai évoqué précédemment et que j'ai oublié, hein, c'est sans doute un mélange de mon grand âge et de ma lentille qui me fait un peu loucher et qui me donne mal à la tête. Eh bien, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les 10 ou 20% d'hommes qui ont le plus de capitaux, en réalité, ont récupéré l'ensemble du... J'allais dire du cheptel, c'est pas gentil. On va équilibrer en faisant la même métaphore dans l'autre sens, pour qu'on ne puisse pas me reprocher toujours. Donc, les 10 ou 20% d'hommes ayant la triplette des capitaux qui vont bien, c'est-à-dire là et là, un capital intellectuel, économique et social, ont en fait le choix de l'immense majorité des partenaires, et la majorité des hommes n'a aucun choix. Voilà. Et puis, pour pas qu'on me taxe encore de ce que je ne suis pas, on va dire que, pareil, les femmes ont, pour des raisons d'hyper et d'hypogamie que je pense la plupart de vos téléspectateurs connaissent, le choix parmi un cheptel d'hommes auxquels elles n'auraient jamais eu accès, il n'y a ne serait-ce que 50 ou 60 ans, parce que tout simplement, elles ne les auraient jamais rencontrés. Il y a 50 ou 60 ans, si vous étiez une jeune femme accorte, sympathique et intelligente d'un petit village du Jura, comment vous contactiez une star de la télévision, comment vous contactiez une star du cinéma? Ça n'existait pas, c'était pas possible. Si la personne ne venait pas tourner dans votre village, les opportunités étaient zéro. Donc par cette libéralisation des passions, hein, qui est d'ailleurs tout à voir avec le capitalisme. Le capitalisme, c'est la libéralisation des passions et l'absence d'entrave à l'accumulation du capital et au déplacement des gens. Passion, capital et libre déplacement. Et bien là, comme on a exactement la même chose, c'est-à-dire des gens qui peuvent aller partout pour se rencontrer, hein, on connaît tous quelqu'un qui a fait une rencontre d'une personne qui habite à 1000, 2000, 3000 km et qui y est allé. Deux, accumulation du capital, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas interdit à une personne d'avoir 10, 100, 1000 ou même, comme un certain footballeur, 10 000 partenaires, ouais. Comme Benjamin Mendy l'a confessé récemment, mais c'est pas le seul. Hein. N'importe quel sportif de haut niveau peut avoir des milliers de partenaires sans aucun problème, ça tape à la porte. Après, les jeunes, ça voudrait dire qu'il en aurait eu, je crois, ils ont calculé 1600 par an, s'il avait commencé à 18 ans. Oui, mais là, c'est parce que vous pensez qu'il en a qu'une à la fois.
Ouais. Il suffit de les prendre par 5 ou 10. Hein. Encore une fois, moi, je ne fais pas de prosélytisme pour les pratiques de Benjamin Mendy. Simplement, je constate et je fais des règles de 3. Je me dis, pour en avoir eu autant, il faut qu'il fasse des réunions de groupe. Hein, bon. Donc, par libéralisation des passions, c'est-à-dire, on cultive le stupre, l'esthétique maillot de bain, dans une vidéo relativement ancienne maintenant, mais une des premières à avoir cartonné sur ma chaîne. Je marchais dans Paris, au hasard, boulevard Saint-Germain, boulevard Saint-Michel, et je comptais le nombre de corps en maillot de bain sur les murs. Et en fait, j'avais compté que je crois, on était avec mon ancien directeur de la publication, Léo, à qui on passe le bonjour, on était là avec notre petit décompte, et en fait, on ne pouvait pas marcher plus de 15 secondes dans Paris sans que quelque part, à 360 degrés, il y ait un corps à moitié nu, en maillot de bain ou en position de soumission, prêt à susciter le désir. C'est pas moi. C'est un constat objectif que je vous invite à faire en errant dans les allées de votre centre commercial ou dans les rues de votre centre-ville. Vous allez voir des corps bronzés et pour le coup, à l'époque, encore relativement sveltes, hein, puisque le body positive était encore en gestation, absolument partout à 360 degrés, où que vous alliez. Voilà. Donc, libéralisation de la passion et encouragement au stupre, libéralisation des modes de déplacement et possibilité de se rendre d'un bout à l'autre de la planète en quelques heures avec un billet acheté en 3 secondes sur Internet. Et, troisièmement, c'est un hasard si je tombe sur ce doigt-là, c'est pas joli, libéralisation totale de ce qu'on appelle le body count. Voilà. Après, body count est on va dire, une coquetterie. Les hommes le surévaluent, les femmes le sous-évaluent, mais ça, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Donc, body count, déplacement et capital, ça a fait qu'une minorité d'hommes a accès à peu près toutes les femmes et une majorité d'hommes a accès à personne. Et donc, ça n'a rien à voir avec la fragilisation du modèle hétérosexuel. C'est tout simplement que quand on libéralise un marché qui était formaté, codifié et encadré, eh ben, on se retrouve avec une minorité qui capte tout. Voilà. Je pourrais ajouter un autre facteur aussi, c'est que est-ce que aujourd'hui les femmes ont autant envie de pratiquer la sexualité qu'avant, dans la mesure où aussi à une époque il fallait pratiquer la sexualité pour avoir des enfants, et aujourd'hui elles veulent moins d'enfants. Donc il y a moins cette tentation-là, et que dans le débat public, la sexualité est vue aussi comme une domination de l'homme sur la femme. Est-ce que vous pensez que ça c'est important, ou que les femmes aujourd'hui veulent autant faire l'amour qu'il y a 30 ans? Parce que dans ce cas-là, si c'est moins, ça veut dire qu'il y a encore moins de femmes accessibles. Pour être tout à fait sincère, je pense d'abord que la sexualité ne m'intéresse pas beaucoup et que, comme une célèbre publicité de frites le disait il y a une vingtaine d'années, plus on en parle, moins on le fait. Donc, la réalité, c'est que les hommes qui ont le plus la sexualité à la bouche sont en général ceux qui sont le plus prompts à s'éprendre de quelqu'un et à en faire un objet d'idéalisation et de fascination et à ne plus la toucher, selon la célèbre théorie d'Esther Villard, qui est instinct de prédation versus instinct de protection. Il est très rare d'avoir les deux. Soit on veut protéger un objet, j'ai pas dit que la femme était un objet, j'ai dit l'objet de son désir, s'il vous plaît. Soit on veut protéger l'objet de son désir, soit on veut conquérir l'objet de son désir, et là on recourt à la fameuse phrase de Georges Bataille, l'acte sexuel est une parodie de l'acte de mort. Hein, sexualité, corrida, carnivorisme sont des thématiques qu'on ne peut pas séparer en réalité. Voilà. La preuve, c'est que beaucoup de nos amis végans, d'ailleurs j'ai rien contre les végans, beaucoup de nos amis végans, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, on les retrouve à consulter pour des raisons de libido. Hein. Ça, c'est un fait qui est tout à fait vérifiable. Donc, quand on articule tout ça, finalement, et qu'on n'a pas... Céline disait, il y a toujours en nous un reste de curiosité pour le côté du derrière. Moi aussi, j'ai la curiosité naturelle de l'homme pour le côté du derrière, mais néanmoins, la sexualité n'est pas un objet d'étude chez moi, peut-être parce que j'ai jamais eu de problème pour y accéder.
Et peut-être que c'est ça, effectivement, c'est que pour s'y pencher très sérieusement, il faut en avoir été exclu. Voilà. Et en général, les gens qui s'y penchent sont des gens qui ont manqué à une époque. Un peu Freud. Voilà. Et bah, comme j'ai eu la chance même avant la notoriété, de ne pas manquer de propositions, peut-être est-ce la raison pour laquelle ça n'a jamais été un sujet. Et d'ailleurs, c'est un argument que vous pouvez juger un peu faible, un peu fallacieux. Le cas échéant, j'en ai un beaucoup plus pragmatique. J'ai environ 150 modules de formation en vente sur mon site. Je ne vous ferai pas l'affront de dire l'URL parce que c'est assez laid de faire la promotion de ses propres sites. On le mettra en quelque part, mais bon, avec un QI à 3 chiffres, vous tapez mon nom, vous allez trouver mon site. J'ai à peu près 150 modules de formation, j'en ai un sur la sexualité. Pas 15, pas 10, pas 5, 1. Donc si c'était une thématique qui m'obsédait, comme tentent à le dire certains détracteurs ou journalistes ou toute cette coalition de gens qui, quand quelqu'un commence à avoir un petit peu de succès, de portée, d'influence, tentent de dire que c'est un forceur, c'est quelqu'un qui ne pense que c'est un obsédé, etc. D'ailleurs, ça rentre dans la mode où beaucoup de youtubeurs aujourd'hui se font attaquer, accusés de viol, etc. On pense à Norman et à d'autres, quoi. Oui. Mais alors, je n'ai aucune... Alors, ce qu'on ne me reproche rien, moi je ne connais pas Norman, je ne connais pas le cas, je ne connais pas l'affaire, et je n'ai aucun avis. Voilà. Point. C'est tout. Je dis juste que l'attaque pour, on va dire... fascination excessive du corps de la femme est un peu lâche et un peu agaçante, un peu faible. Et je conclurai en citant, je ne sais plus qui d'ailleurs, la critique est l'impôt prélevé par le peuple sur les gens éminents. Voilà. Donc, plus on gagne en influence, plus on essuiera malheureusement ce type de reproches. Mais alors vraiment, j'ai d'autres défauts, que je connais d'ailleurs assez bien pour la plupart, mais pas celui de courir après le derrière, non. Et comment du coup, ça paraît général, mais ça permet de reposer justement le sujet, sous quel prisme aujourd'hui on peut essayer de comprendre justement les relations entre hommes et femmes? Leurs différences aussi. Oui. Dans ma conférence du même nom, que vous retrouverez sur le site du même nom, que je n'ai forcément pas cité tout à l'heure, je fais beaucoup appel à la logique du contrat, également dans un de mes livres, le deuxième, là, je vous fais un pour l'autre, et j'encourage les gens à faire des contrats. Alors, évidemment, présenté comme ça, c'est un peu antithétique des sentiments, puisqu'on dit, qu'est-ce qu'il y a de plus désérotisant que de mettre les choses dans un contrat. Bon, d'abord, un contrat n'est pas forcément quelque chose de laid, de banal, et ça peut être un contrat oral, ça peut être un contrat écrit, ça peut être ritualisé, on peut s'en faire une cérémonie d'ailleurs, on fait des cérémonies pour tout. On fait des cérémonies pour les noces de bronze, de pierre, de diamant, de trucs de machin, on pourrait très bien ritualiser ça. Et j'invite les gens à exposer leurs exigences et leurs diligences sous la forme d'un contrat qui dit, voilà... ce à quoi nous avons droit et pas droit, ce qui peut poser problème et ce qui ne me pose pas problème. Et en recourant à la logique du contrat, on se rend finalement compte qu'historiquement, les relations hommes-femmes n'ont jamais vraiment posé problème, sauf depuis une époque très récente. Encore une fois, elles étaient codifiées, elles étaient encadrées, elles avaient un but qui était la reproduction et la tenue du ménage. Et il y avait des espaces de liberté des deux côtés, pas seulement du côté de l'homme, il y avait des espaces de liberté dans lesquels les deux s'adonnaient à ce qui était nécessaire à leur santé mentale pour finalement que le mariage soit le plus pacifique et serein possible. Et c'est depuis très récemment qu'on considère qu'a priori, un rapport homme-femme est forcément un problème. Ça s'est arrivé, à mon avis, avec un certain nombre de séries américaines, leur fameux culte du soft power, qui ont commencé à nous montrer des couples dans lesquels l'homme était un benet, l'homme était un bêta, l'homme demandait la permission à sa femme.
Et piano, ainsi de suite, on a entériné l'idée que le couple était une longue suite de micro-conflits, de négociations, puis d'humiliation, puis de compensation d'humiliation, puis de thérapie, la fameuse thérapie de couple, qui fait vivre des milliers de praticiens partout, puis de divorce, puis d'avocat au divorce, puis de pension, puis de seconde noces, puis de... Et il y a toute une industrie, tout un pan de l'économie, d'ailleurs il faudrait que quelqu'un se penche sur ce que ça représente, toutes ces thérapies, toutes ces premières noces, ces secondes noces, etc., en termes de PIB. À mon avis, c'est non nul. Il y a tout un pan de l'économie qui vit des couples qui se font et qui se défont. Mais je continue de penser, un peu à l'instar de Michel Houellebecq, que les rapports et les relations, c'est rarement compliqué. Il disait, dans l'extension, je crois, du domaine de la lutte, il disait les relations, c'est souvent insoluble, mais rarement compliqué. Ben, les rapports hommes-femmes, c'est pareil. C'est-à-dire que si on se départit de toute la psychologie à l'eau de rose et de toute la féminolâtrie qui voudrait que la femme soit une boîte noire incompréhensible, eh bien on se rend compte en fait que c'est très logique, que c'est globalement assez fonctionnel, assez simple, et que, alors il y a bien sûr des individus qui échappent à la règle et qui restent des mystères, même pour moi, il y a 2-3 personnes dans ma vie, effectivement, que je ne comprendrai jamais, mais dans l'immense majorité des cas, je vois quel objectif les gens avaient en tête, ce que j'appelle leur feuille de route, ou leur agenda secret, secret agenda, je vois à peu près lequel j'avais au même moment, je vois les compromis que j'ai été prêt à faire ou pas, je vois quand j'ai manqué de capital pour retenir quelqu'un, ou quand l'autre a manqué de capital ou d'inventivité pour me retenir. Et tout ça est finalement assez logique. Et c'est bien l'enjeu et le dilemme du rapport homme-femme. C'est que soit vous propagez le discours ambiant, qui est que c'est conflictuel, incompréhensible, et que votre seul salut passe par la parole de la société féminisée, des psys, des journalistes, des auteurs de nouvelles, des séries, et on va dire du féminisme ambiant. Et à ce moment-là, vous avez la paix, mais vous avez également la misère au foyer ou le célibat. Soit vous vous attaquez à des contenus comme les miens et tout à coup vous comprenez tout, mais vous perdez la paix. Donc c'est pas comme Guerre et paix de Tolstoï, c'est guerre ou paix. Hein, le roman c'est guerre et paix, mais en fait les relations hommes-femmes c'est guerre ou paix. Soit vous comprenez et vous vivez, mais vous avez la guerre, soit pour avoir la paix, eh bien en réalité vous abdiquez toute opportunité et vous confiez votre destin aux mains du hasard, voire pire aux mains du marché, qui va vous vendre une application pour rencontrer votre voisine sur Appen ou autre, parce qu'en fait, vous n'avez pas les couilles de lui parler spontanément. Donc, on va vous vendre un abonnement à Appen, puis vous allez vous rendre compte, que votre abonnement ne vous permet pas d'accéder à votre voisine parce que vous n'avez pas assez de capitaux. Donc, vous allez acheter des bonus ou des premiums ou des possibilités de la contacter directement. Donc, ça va tripler le prix de votre abonnement. Puis ensuite, vous allez acheter une application pour son consentement. C'est-à-dire, vous tous les deux, vous allez faire un petit truc, là, en même temps, que ça partira sur un serveur, je ne sais où, au Delaware, qui stockera précieusement votre consentement, et vous vous croirez hors de problème. Puis vous découvrirez qu'un jour, votre consentement a une date de péremption, et il faudra repayer pour y avoir accès. Et on voit qu'ainsi, finalement, en échange de la paix, vous avez eu la monétisation de toute votre vie personnelle et intime. Un petit peu comme les GAFAM qui vous incitent à tout mettre sur les clouds depuis des années. Et puis un jour, vous allez vouloir accéder à, je sais pas quoi, une photo de vous, gamin, votre livret de famille. Il faudra payer. Et voilà. Alors qu'on vous a juré, les grands dieux, que ce serait gratuit, etc. Puis on vous dira, ah, mais ce document a plus de 10 ans... c'est 49 $ ou je sais pas quoi pour le retrouver. Et ça commence déjà à être le cas. Hein. Ça, je l'ai prédit il y a quelques années. On me disait, mais non, regarde, Google, on a 50 ou 100 gigas gratuits, etc. Et alors, moi, j'ai comme vous des accessoires modernes, j'ai des iPads, j'ai des trucs.
Dès que je clique sur cloud machin, on me dit tout le temps votre espace de stockage, attention, augmentez-le, c'est tant, Dropbox c'est tant, alors qu'au début on me disait mettez tout là-dessus, vous n'aurez jamais aucun problème. Et c'est le principe aussi des applications de rencontre. Alors j'imagine, vous me direz que vous n'avez pas besoin d'avoir des applications de rencontre, donc peut-être vous ne connaissez pas tout, mais je pense à Tinder, où Tinder, en fait, au début, c'était presque gratuit. Finalement, effectivement, il faut payer plein d'options. Et en fait, les gens finissent par réaliser que de toute façon, il faut payer toutes les options, parce que les gens intéressants sont au stade où, en fait, ils ont toutes les options qui les protègent. Donc effectivement, c'est ce côté-là, comme avec le cloud, où en fait, ils vous attirent par quelque chose de gratuit, et une fois que vous êtes dedans, ils vous font monter. Oui, c'est l'extension infinie du marché à tout le gratuit. C'est-à-dire que si nous vivons assez longtemps, Inch'Allah, eh bien, à peu près rien de ce que nous avions gratuit enfant ne le sera plus. Tout ce que nous avions gratuit enfant sera payant. On parlait des relations homme-femme. C'est un peu un truisme, je dis des banalités, excusez-moi. Comment vous insérez dedans le phénomène trans aujourd'hui? Est-ce que pour vous, ça a un vrai impact? Est-ce que ça bouscule un peu la perception des relations hommes-femmes? Qu'est-ce que ça induit? Ben, ça induit déjà beaucoup de colère et beaucoup de crises en interne dans des milieux qui, il y a encore très peu de temps, il y a encore quelques mois, quelques dizaines de mois, n'avaient que la sororité à la bouche, l'intersectionnalité, la sérendipité, etc. Eh bien, on voit que la première ligne de fracture, ça a été vraie femme contre fausse femme. Hein. Alors, il y a eu et cette ligne de fracture s'est subdivisée en sport, en subventions, en accès aux médias. Donc on a eu, je cite de mémoire, un débat avec des élus, je crois que c'était une maire ou une représentante de commune, voilà. Et Dora Moto aussi. Où une féministe lui reprochait de ne pas forcément représenter le mouvement au titre qu'elle était une femme de papier et pas une femme de chair. Ce qui est très marrant, c'est que vous décalez la même rhétorique sur le sujet de l'identité, tout à coup vous êtes un facho. C'est-à-dire qu'une féministe peut dire à un trans « vous êtes une femme de papier mais pas une vraie ». Par contre, quelqu'un ne peut pas dire « vous êtes un Français de papier » sans être tout à coup quasiment néo-nazi. C'est rigolo, il faudrait se pencher là-dessus aussi. Donc il y a eu une ligne de fraction sur l'accès aux médias, il y a eu une ligne de fraction sur l'accès aux subventions et au remboursement des opérations. Parce qu'on peut également se dire tiens, pourquoi un homme voulant passer aux yeux de la société pour une femme, son opération va être remboursée, alors qu'une femme de chromosomes, qui estime que sa poitrine ou son absence de poitrine nuit à son confort mental et à son équilibre mental, eh bien là, l'opération sera soumise à peut-être plus de difficultés pour être remboursée. Eh bien, c'est peut-être pas juste, voilà. Et puis, si on pousse la logique, parce que toutes ces logiques, en fait, leur point faible, leur angle mort, c'est de les pousser à bout. C'est la fuite en avant. Donc, si on dit que j'ai le droit d'être remboursé pour me présenter en femme, alors ça veut dire que une femme qui n'aime pas ses jambes, ses fesses ou sa poitrine mérite d'être remboursée pour l'aimer plus. Mais alors moi, par exemple, qui ne suis pas une femme pour l'instant, mais qui ai une dissymétrie au niveau de l'apparence de mes jambes, parce que je me suis cassé un tendon d'Achille, et donc j'ai un mollet plus petit que l'autre. Eh bien, ça me traumatise énormément. Ai-je droit à ce que la sécurité sociale, à laquelle je cotise énormément, me rembourse une opération permettant de redessiner mon mollet droit qui a été charcuté au bistouri par l'opération? Pourquoi pas? Et puis ensuite, à l'étape d'après, j'ai deux narines un peu trop dissymétriques, comme tout le monde. Levez votre tête devant le miroir, vous verrez que tout le monde a une narine dissymétrique. Est-ce que j'ai le droit aussi? Donc, tout cela, j'ai envie de dire, le château que l'on croyait de pierre est en fait de cartes. Et le château est en train de se fissurer en interne, car dans un monde sans croissance, il n'y aura pas de gâteau croissant pour tout le monde. Donc dans un monde sans croissance, tout le monde n'aura pas une médaille, tout le monde n'aura pas des subventions, tout le monde n'aura pas des remboursements,
Et à somme nulle, eh bien, les L, les G, les B, les trans, les Q, les plus, etc., auront au fait de se déchirer dans des proportions qui sont presque à la limite réconfortantes pour ceux qui l'avaient prédit. C'est un peu l'optimisme du désespéré, c'est de voir à la fin que qui a eu un grand défaitiste ou un grand pessimiste ou un grand stressé dans nos proches, voit que quand ce qu'ils avaient prédit arrive, ce qui n'est pas toujours le cas bien sûr, mais en fait, ils sont presque plus contents de voir qu'ils avaient raison que tristes de voir ce qui arrive. C'est-à-dire qu'en fait, ils jouissent presque d'avoir prédit le pire. Donc bon, là, c'est pas le pire, mais il était assez simple. Je l'ai dit il y a plusieurs années. J'ai dit les progressistes seront les cocus du monde qu'ils ont contribué à créer. Donc il est assez drôle de voir que dans la course à la body positivité, à la représentativité des minorités, etc., il y a déjà des compétitions internes entre les noirs assez noirs, les noirs pas assez noirs, qui est assez noir pour être BLM, qui ne l'est pas. C'est d'ailleurs marrant qu'on ait prétendu, par exemple, qu'Obama était noir. Obama est plus clair que moi, et moi je suis déjà métisse. Mais il a été vendu comme le premier président noir. Donc ensuite, on est comme dans ce fameux mème qui traîne dans les réseaux de droite, là, où on voit ce personnage de cartoon, j'ai oublié son nom, et puis il est arrêté par la police, et puis il y a un nuancier de couleur, et en fait, il est coupable ou innocent selon son grain de peau, selon son teint de... Je ne sais pas si vous avez l'image en tête, mais enfin bon, ce sera facile à retrouver, ou à la limite au montage. On la mettra. Donc voilà, on est en compétition de couleur de peau, en compétition de niveau de souffrance, et cette accumulation de compétition fait que l'opposition s'effrite. Donc c'est plutôt un motif, pour les saints d'esprit, c'est plutôt un motif d'espoir pour le coup, pour toujours reboucler sur la résignation. Il n'y a rien de plus agréable que de voir l'ennemi s'entre-dévorer de manière anthropophage. D'ailleurs, en parlant de Balzac, ça fait 1 heure, mais on n'a toujours pas eu cette citation de Balzac, donc on se tient pour la conclusion. Justement, vous parliez un peu de ceux contre qui un peu toute cette logique se retourne. Je voudrais avoir votre avis sur Marguerite Stern. Vous l'aviez taclée justement il y a plusieurs années, je crois. Il s'avère qu'on l'a interviewé. Alors je ne sais pas du tout si son interview sortira avant ou après le vote, parce qu'en fait on a bousculé un peu notre calendrier en raison des émeutes. Comment vous jugez l'évolution qu'elle a eue ces 2-3 dernières années? Est-ce que vous l'avez suivie? Ou aujourd'hui, d'un coup, en fait, elle est tombée dans le camp, en tout cas pour une certaine gauche, pour ses anciens soutiens, elle est tombée dans le camp de l'extrême droite. Elle commence à faire du pied sur Twitter avec Julien Rochdy, à essayer de retweeter Damien Rieu, et on a l'impression de voir une conversion. Et d'ailleurs, vous parliez aussi de son physique à un moment donné. Et moi, je lui ai posé la question en lui disant... non, mais c'est-à-dire, il y avait les photos, et je l'ai fait en lui posant la question sur le fait que son physique avait évolué aussi en même temps que ses idées. Comment vous jugez un peu tout ça? Alors, je vais vous décevoir, mais je n'ai pas d'intérêt particulier pour Marguerite Stern. Mon petit doigt me dit que c'est réciproque. Et qui plus est, je m'applique une règle qui, à mon avis, explique que je sois toujours en vie sur YouTube et les réseaux, alors que d'autres... ont été réduits au silence bien avant, c'est que je ne m'acharne jamais. Et sauf exception... C'était pas une question méchante d'ailleurs. Non, mais c'est pas une réponse méchante non plus, c'est un fait. Sauf exception, et la seule exception à ma connaissance s'appelle Marlène Schiappa, car elle a occupé dans la vie publique des rôles distincts, dans des ministères distincts et dans des fonctions distinctes. C'est la seule dont je me suis autorisé à parler 3-4 fois, mais sinon, dans l'immense majorité des cas, je ne traite des gens qu'une seule fois. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, ça me dispense de la présomption de harcèlement. Harceler, c'est atteindre de manière répétée à la salubrité, la tranquillité de quelqu'un. En parlant qu'une fois, ça peut gratter, ça ne peut pas harceler. Secondo,
je n'ai souvent pas de curiosité personnelle pour les gens que je traite. Je les traite parce que, par le hashtag vidéoscopie ou VDSCP, via les réseaux, les gens me disent « Tiens, ça c'est un incontournable, on veut ton avis. » Voilà. Vous le traitez en improvisant d'ailleurs. Oui, j'ai pas de notes, je m'en félicite. Tout comme aujourd'hui d'ailleurs, mais par contre, quand je travaille, j'ai mes 2 lentilles, donc j'ai pas cette espèce de début de mal de tête, là. Donc, je n'ai que peu de personnages récurrents dans mes vidéoscopies. Ce terme ne fait pas exception, je ne l'ai traité qu'une fois. Et qui plus est, je ne les juge pas sur une œuvre, je ne les juge même pas sur un CV, quand c'est une vidéoscopie. Après, quand c'est une vidéo d'actualité, comme par exemple j'avais fait sur la chanteuse d'origine béninoise, ou en tout cas africaine, Victoire de la musique, fan de KFC, là, qui a un prénom mythologique, là, comment s'appelle-t-elle, Ise. Voilà. Comme je l'avais fait pour Ise, ça n'était pas une vidéoscopie, c'était une vidéo d'actualité dans laquelle j'avais croisé les sources, Wikipédia, des biographies, des interviews, etc. Et je m'étais penché sur sa vie et ses contradictions. J'avais fait ce qu'on appelle aujourd'hui du débunkage, mais un débunkage assez objectif, parce que moi, contrairement aux autres, je vois des vertus à l'ennemi. Même quand quelqu'un est totalement antagoniste à ma ligne, s'il a fait des choses bien, je le dis, si elle a une jolie voix, je le dis, si j'aime bien sa musique, je le dis, si elle est mimi ou il est mimi, je le dis, voilà. Donc ça, c'est des vidéos d'actualité que je fais beaucoup moins parce que j'ai moins le temps. Les vidéoscopies, je ne me base que sur ce qui est à l'écran, sur une prestation, un jour, dans un moment donné. Et je fais abstraction de tout ce que je sais par ailleurs. Et c'est un exercice qui a l'air évident, sauf que, quand je demande à ce qu'on vienne le faire avec moi, il n'y a personne qui vient, et puis il est rare qu'ils viennent, dès qu'on appuie sur REC, il n'y a plus personne. Ah oui, il y en a beaucoup qui refusent. Ah bien sûr, oui. Oui, ou qui répondent jamais, puis c'est dommage d'ailleurs. J'ai proposé à pas mal de gens de droite, il y a que Thaïs qui a accepté. Martial aussi, non? Martial également, oui, bien sûr. Mais j'ai proposé à plein, j'ai jamais eu de réponse. Greg Toussaint, voilà, ça fait des mois que je t'ai proposé. Bon, entre-temps, t'as sauté, c'est ballot. Enfin, t'aurais au moins pu répondre, tu vois. Par politesse, moi, je t'aurais répondu. Bon, c'est bizarre, je comprends pas tellement la droite qui prétend tout le temps qu'on est isolé, atomisé, et que la gauche a du réseau. Quand on veut en faire, ils répondent pas. Je trouve ça dommage. Bon, bref. Donc désolé que t'aies sauté, hein, ça sera peut-être notre lot à tous. Je compatis, mais ça, tiens d'ailleurs, en parenthèse, au début, quand je dis début, c'est-à-dire vers 2019-2020, quand je me suis mis à être plus actif sur YouTube, car ma chaîne a 15 ans, mais en fait, pendant les 10 premières années, je mettais quasiment rien, ou des trucs qui n'avaient aucune viralité, des audios, enfin... On va dire, depuis que je me suis mis à être actif hebdomadairement, de manière hebdomadaire sur YouTube, au début, quand quelqu'un du camp, entre guillemets, approximativement de droite ou de réinformation ou de bon sens, tombait au front, non seulement je passais toujours un clin d'œil amical sur la chaîne ou sur Twitter ou autre, et j'invitais mes abonnés à aller le trouver, qui sur Odyssée, qui sur... Je l'ai fait avec plein, je l'ai fait avec Léo des Philogines, je l'ai fait avec Jean-Marie Corda, mais c'est pas forcément des gens dont je suis abonné au contenu. Ce sont des gens dont je ne sais quasiment rien, sauf que, globalement, on me dit que leur travail contribue à... La cause. La cause, voilà, en général. Et donc, systématiquement, je donnais mon... Et puis moi, quand j'étais striké, j'avais jamais rien. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, par résignation balsacienne, j'ai arrêté de le faire. Vous avez soutenu je crois que c'était un an et demi, Papacito indirectement. Oui, par exemple. En le contactant pour qu'il raconte l'affaire. Oui, non, mais très bien. Mais moi, quand j'ai eu TF1 sur le dos, j'ai pas eu le soutien de Papacito. Comment dans ce cas quand le canard enchaîné me dit de tout dans un condensé de mauvaise foi que j'ai mis en ligne sur tous les réseaux, j'ai pas eu un mot de Papacito. Donc c'est assez triste, mais ça c'est vraiment l'angle mort de l'intelligence de la droite. C'est renacler à s'entre-soutenir, alors qu'en réalité, de l'autre côté, on constate que c'est leur force. Ils font que ça. Alors bien sûr, c'est contingent, ça se défait, mais globalement, quand vous avez un gauchiste sur le dos, ou quand vous avez un membre de la bien-pensance, du débunkage, un wikipédien ou un zététicien sur le dos, eh bien, immédiatement, au bout d'une semaine, ils s'entre-invitent sur leur chaîne
Ils font des Twitch où ils sont 2, 3, 4, 5, ils font cagnotte commune, cause commune, etc. Nous, à droite, on n'est même pas capable d'avoir une phrase pour quelqu'un qui est banni, pour quelqu'un qui est striké, ou pour quelqu'un qui est attaqué. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça ne veut pas dire que l'on ait son soutien inconditionnel. Quand le camarade, je dis camarade, ça ne veut pas dire ami, hein, ça veut dire quelqu'un dont j'ai l'impression qu'il œuvre à la cause. Quand le camarade Raptor, par exemple, il y a quelques années, qui faisait des montages très, très, très rigolos sur YouTube, bon, j'étais pas abonné, mais de temps en temps, je regardais comme ça, eh bien, il avait des démonétisations, ben, je m'en étais ému à plusieurs reprises, j'avais dit quand même, c'est pas juste et tout. Là, on est invité commun, pas en même temps, mais chez le même podcast, sur un podcast de santé et de sport, on est invité à quelques mois d'écart, et l'animateur, qui est d'ailleurs un brave garçon, éminent, sympathique, ouvert, à qui je passe le bonjour, il se reconnaîtra, lui tend la perche en disant bah, « Tiens, tu dois connaître Stéphane Edouard qui était là il y a 6 mois, etc. Ben, moi, on m'aurait dit, vous me diriez par exemple, tu connais le Raptor ?» Je dirais oui, et même si je ne suis pas client, j'ai jamais écouté son podcast, je crois qu'il fait des podcasts, je ne l'écoute pas, je ne suis pas abonné, et même si mes souvenirs sont anciens, d'une manière ou d'une autre, j'aurais transmis un message de cohérence ou de soutien ou un clin d'œil d'intelligence, quelque chose. Pour le principe, sur le principe. Eh bien, quand le cas inverse s'est produit, qu'est-ce qu'il a répondu à la question « Tu connais Stéphane Edouard ?» Il aurait pu dire bah, oui, forcément, on a des abonnés en commun, il m'est arrivé de tomber sur son travail, ça m'a bien fait rire, ou on a une approche différente mais c'est complémentaire. Il a dit oui, point. C'est tout. Et c'est ça qui nous manque en fait, c'est que la droite étant, je simplifie en disant droite bien sûr, hein, mais comme on est le camp de la liberté individuelle et de l'accumulation du capital, historiquement, il y a toujours invariablement, notamment chez les représentants masculins, un côté concours de quéquette, qui empêche, enfin, qui prime sur la solidarité. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas une solidarité possible. Heureusement, il y a des gens qui m'ont soutenu et j'ai continué à les soutenir, Cercle Aristote et d'autres, mais en premier lieu, il y a toujours cette petite comparaison. Alors ça peut être une comparaison de nombre d'abonnés, ça peut être une comparaison d'influence, ça peut être une comparaison économique, ça peut être une comparaison physique. Et la conséquence de ça, eh bien, c'est que ça nous génère une espèce d'image, parfois à tort, parfois à raison, voilà, de loup solitaire, d'individus atomisés, isolés, et en face, on a la meute. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'angle mort, et je le déplore. Alors, tu vas le dire, vous allez dire, il le déplore, puis il fait pareil. Et pendant des années, j'ai essayé. Mais à un moment, j'en ai eu marre de rien avoir, quoi. Moi, mon procès contre le journal qui m'accusait de dresser les femmes, il n'y avait personne. Il n'y avait pas un influenceur. Il n'y avait pas un journaliste. Oui, il y avait l'excuse Covid. Mais enfin bon, qui n'est pas sorti promener son chien pendant le Covid avec une attestation en carton? Excusez-moi. Plusieurs fois, j'ai reçu des strikes, j'ai eu personne. Enfin, tu mets un strike à un gauchiste qui t'insulte, un seul, t'as 4 Twitch où ils sont tous ensemble. Même si le mec a que 5000 abonnés d'ailleurs. Même s'il n'a que 5000 abonnés, t'as 4 ou 5 Twitch où ils sont tous ensemble contre toi, où ils rajoutent des informations, la plupart totalement invérifiées et fausses, où ils t'accusent de tous les noms. T'as le canard enchaîné qui surenchérit en disant « Comment osez-vous vous attaquer à des faibles youtubeurs ?» Ils ont qu'à pas m'injurier aussi. Moi, j'accepte la critique, pas l'injure. L'injure, c'est pas légal. Moi, je n'injurie jamais personne. Jamais. Sinon j'aurais des procès, j'en aurais tout le temps. Pourquoi j'en ai pas? Parce que je me moque par des métaphores. Je dis, c'est pas la pale du ventilateur qui tourne la plus vite. Ça n'est pas le tiroir du congélateur qui rafraîchit le plus. C'est pas la citronnade la plus gazéifiée du frigo. Mais ça, c'est pas une injure. C'est une métaphore qu'on peut juger boomer, pas boomer, ringarde, pas ringarde. Mais comme, on va dire,
les QI pas forcément les moins élevés du troupeau ne sentent pas cette nuance entre critique, être narquois, injurier et diffamer, eh bien, ils dépassent les bornes. Et quand ils dépassent les bornes, il n'y a qu'un moyen de se faire justice, c'est la justice. Voilà. Et donc après, ils s'émeuvent. Et comme dit un de leurs héros, Bégodeau, ça rime, ils s'entre-documentent. Qu'on a eu chez nous. Donc ils s'auto-réfèrent, hein, donc une contre-vérité est répétée, assénée, prise à l'autre, comme ça on s'entre-documente, on se roule des pelles idéologiques entre nous, et puis à la fin on fait un gros magma, et puis on lance de l'autre côté on catapulte le résultat de l'autre côté en attendant que ça fasse plouf. Et puis on s'étonne quand on se prend des gouttes. Mais c'est leur force. C'est leur force. Et je déplore qu'au moins en surface, dans le camp de la réinformation, ou on va dire du conservatisme ou de la logique, etc., je déplore que nous ne soyons pas capables. Alors je tenterai épisodiquement de revenir à cette saine habitude, mais je peux le dire publiquement, j'en ai un peu marre en fait. Je comprends d'ailleurs, je rebondis sur je voyais Baptiste Marchais qui était sur une nouvelle émission qui s'appelle Radio Dixie et qui disait que quand il a organisé une soirée pour partir aux États-Unis, en fait il n'y avait personne et qu'il n'y avait aucun influenceur, ses amis, etc. Non, mais je sais bien qu'il y en a qui ne sont pas au courant, mais ce que je veux dire justement, c'est que les gens, quand ils regardent Baptiste Marchais, ils se disent il est au contact de plein de gens. C'est vrai que moi, quand j'ai écouté ça, j'étais surpris. Et je pense que ça vient aussi du fait que, c'est pour ça que c'est intéressant que vous dites que vous pourriez être tenté quand même de retenter, même si vous êtes un peu démoralisé de ça, c'est qu'on perçoit une incapacité aussi à passer au-dessus à un moment donné pour la cause. C'est-à-dire que à se dire, peut-être qu'on s'est un peu insulté à un moment donné, ça se passe pas bien, mais c'est normal en fait. Moi, j'ai jamais insulté personne. Oui, en plus. Je vous mets au défi de me retrouver un extrait ou une preuve sur le média que vous voulez où j'insulte qui que ce soit. Bien sûr. D'ailleurs, je note, nous, on vous avait invité il y a un an, vous avez toujours répondu, etc. Et c'est vrai qu'il y en a, ils sont pas forcément comme ça. Nous, on le vit aussi parce qu'on reçoit énormément de gens, on invite beaucoup de gens. Et les gens peuvent venir et après critiquer, on ne peut pas se défendre. C'est vrai que je vois bien la complexité. D'ailleurs, ça m'a mis une question, c'est que finalement... Mais pour conclure sur ce sujet-là, je ne citerai personne par question d'élégance, mais pour connaître quand même une grande partie de ces gens-là, beaucoup des influenceurs que vous imaginez, influenceurs et ceuses, que vous imaginez poursuivis, courtisés, invités, etc., pour en connaître plusieurs dizaines, dans la vie personnelle, ils sont très seuls, en fait. Il et elle. Oui, bien sûr. On en a une qu'on va recevoir en juillet, et effectivement, c'est très... En fait, quand on leur parle... Ils sont chez eux, ils font leur cadrage tout seul, leur montage tout seul. Moi, j'ai 9 personnes, par exemple, dans mon équipe. J'ai un cadreur, 2 monteurs, un étalonneur ingénieur du son, 4 personnes pour gérer gérer mes clients abonnés, 1 personne pour faire les factures, 1 personne pour le juridique, pour les fâcheux, parce que à un certain volume, forcément, il y a des fâcheux, et 1 personne pour le service client, que je surnomme Nono, effectivement. Ça fait peut-être même plus de 9, d'ailleurs, une dizaine. Donc, et je connais encore une fois, j'ai pas assez des doigts de mes 2 mains pour les compter, des gens que vous imaginez crouler sous les notifications, et peut-être croulent-ils effectivement, ils et elles, sous les notifications d'inconnus, mais dans la réalité, ce sont des gens qui vivent dans une studette toute la journée et qui montent leurs vidéos, et puis c'est tout. Et qui peuvent se faire attaquer en mode c'est des parigots, c'est des citadins, alors qu'en fait... Moi, on me traite tout le temps de parigots, j'habite pas à Paris. Qu'est-ce qui fait qu'au final, vous avez travaillé avec la Furia ? J'ai envie de vous retourner la question, pourquoi je ne l'aurais pas fait ? Quel motif aurais-je eu de ne pas le faire ? C'est dans mes cordes. Écrire ne me déplaît pas, ce qui est une litote pour dire qu'en fait j'aime bien. Il paraît que je le fais pas trop mal. Je le sais grâce à ma prof de français, désormais notoriété dans sa ville à Nice, à Madame Potron, qui part à la retraite d'ailleurs. À l'heure où nous tournons, elle doit l'être, donc nous lui souhaitons une bonne retraite. 30 ans après nos émois de jeunes lycéens, en sa présence, au lycée Thierry-Monnier. Donc, Madame Potron m'a appris que j'écrivais pas trop mal. Des expériences me l'ont confirmé. Enfin, je rappelle que je voulais publier un bouquin dans les années 2000. J'ai envoyé
tout le monde m'a dit c'est très difficile, faut auto-éditer, etc. J'ai écrit les 30 premières pages, je les ai envoyées à Flammarion, le lendemain j'avais un contrat. Donc ça veut dire que j'écris pas trop mal quand même. Après j'ai été édité chez Hachette, puis chez M6 Éditions, bon ça c'est un peu plus douloureux comme souvenir, mais peu importe. Et puis voilà, donc j'aime bien écrire, ça me permet, en abordant des sujets historiques et géographiques, de faire des révisions. Hein. Sujet historique, ça peut être par exemple... j'ai une série d'articles en cours chez eux qui s'appelle le palmarès de la pierre pute de Paris, hein, allitération en P, qui est en fait une révision historique très sérieuse, documentée, sourcée, de toutes les hit girls de la belle époque. Voilà. De la belle Otero à Liane de Rougy, comment ça s'appelle, Liane de Rougy, en passant par voilà, toutes les pré-influenceuses qui ont donné lieu à, comme ça, aux divas, à l'iconisation de la femme fatale. Eh bien, ce sont des articles qui me demandent des jours de recherche, qui me permettent également de mettre mes notes au propre, d'apprendre des choses. Donc, je le fais parce que j'y apprends des choses, parce que ça me rappelle la nécessité également de faire du travail construit, de ne pas faire que du commentaire oral de vidéos, parce qu'il paye honnêtement et décemment, hein, il faut le dire, à part un ou deux petits retards de départ en vacances, mais qui n'étaient rien et qui sont tout à fait pardonnables, j'ai toujours eu mon chèque. Donc dans ces conditions-là, je n'avais aucune raison de ne pas le faire. J'aime bien, je ne suis pas trop mauvais, ça paye bien, ça participe, je l'espère, à la cause. Dans ces conditions, pourquoi ne le ferais-je pas? Comment vous travaillez au quotidien? On pose toujours à un moment donné dans nos entretiens une question un peu portrait. Les gens aiment bien aussi savoir comment ça se passe un peu l'envers du décor. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour qu'on comprenne un peu mieux quelle est votre vie en fait au quotidien, comment vous travaillez, comment vous pouvez préparer vos sujets en soi, vous les choisissez. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à nos auditeurs comment ça fonctionne? Est-ce que vous voyez faire ça très longtemps aussi? Vous m'auriez posé la question il y a quelques années, je m'imaginais continuer jusqu'au bout, enfin jusqu'à ce que Dieu me prête force. Là, j'avoue qu'avec la virulence des attaques récentes, ça commence à me fatiguer un peu. Après, j'estime ne pas encore avoir assez de ce que j'appelle le fuck you money pour me permettre d'envoyer tout balader. Donc, c'est un équilibre à trouver, en fait. J'ai tendance à dire que soit on pense, soit on gagne de l'argent. Mais rares sont ceux qui sont arrivés à faire les deux. Quand je dis penser, c'est créer des concepts nouveaux ou articuler ensemble des concepts existants afin d'en promulguer de nouveaux par l'association par des associations auxquelles les autres n'avaient pas pensé, ce qu'on appelle le syncrétisme. Faire le syncrétisme de théories contraires ou qui n'ont jamais été apposées l'une à côté de l'autre et créer des concepts nouveaux. Je ne suis pas un grand créateur de concepts. J'ai pas inventé grand-chose. Donc là, je coupe l'herbe sous le pied de mes ennemis qui disent ils citent tout le temps H et F, c'est pas lui, c'est Otto Weininger. Je le sais bien, j'ai lu Weininger, vous étiez au collège, donc calmez-vous. Il fait partie de ma liste sur mon site, qui est trouvable en ligne, des références qui s'appellent, je crois, 97 livres à connaître sur les relations hommes-femmes. Ça a commencé par 97, mais j'en rajoute tous les ans, donc là, on doit être à 120, 130, 140. Weininger y est. Et dans mes conférences, je dis également que ces initiales sont de lui, mais est-ce qu'on reprocherait à un mathématicien d'utiliser X et Y? Allez demander au prix Nobel de maths, c'est quoi X et Y? Est-ce qu'il l'a inventé? Il va vous dire non, je ne l'ai pas inventé. C'est le nom des axes en algèbre ou en trigonométrie. En algèbre. Bref, c'est le nom des axes. Vous n'allez pas reprocher à un physicien d'utiliser le nom des molécules ou le tableau de Mendeleïev. Donc vous n'allez pas reprocher, enfin c'est complètement con de reprocher à quelqu'un qui traite des relations hommes-femmes d'utiliser H et F, surtout quand, a fortiori, il ne cesse de répéter que c'est pas de lui. Donc je ne suis pas un grand théoricien. J'ai quelques concepts à mon actif, mais finalement pas tellement. Mais je ne m'en prévaux pas, c'est pas mon problème. Je suis avant tout quelqu'un qui a essayé de survivre. Et qui, en 2006-2007, s'est dit « Comment j'échappe au monde du salariat
tout en préservant mon niveau de vie et en faisant quelque chose que j'aime bien. Et comme vous le disiez justement, en 2006, on n'était pas beaucoup en France à vivre d'Internet. Il faut bien se rappeler, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Instagram. Enfin, ils existaient en Californie, mais vous ne les aviez jamais vus. Il n'y avait même pas d'iPhone. Le premier iPhone que j'ai vu, mon site existait déjà. Hein, qui parmi vos connaissances vivait d'Internet en 2006? Pas beaucoup. Donc voilà, moi, mon but, c'est de me créer la force de pouvoir dire ce que je pense. Parce que votre liberté d'expression est proportionnelle à votre compte en banque. Il n'y a pas d'exception à ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez vous exprimer et être libre, et donc être à peu près cohérent et aligné, que dans la mesure où vous êtes prêt à faire face à la rétorsion. Ce que d'ailleurs la gauche, paradoxalement, en tout cas les youtubeurs de gauche, l'écosystème de gauche comprend beaucoup mieux, parce que étant assez anticapitaliste et considérant que l'argent c'est du pouvoir, leur cagnotte cartonne, dès qu'ils font un abonnement payant, ça cartonne, etc. Alors qu'à droite, en fait, on part du principe que faut faire des vidéos géniales, mais tout ça c'est gratuit, qu'il faut partir en reportage très très loin, mais tout ça c'est gratuit. Et il n'y a pas du tout cette culture, sauf d'ailleurs pour la cagnotte la récente qu'a lancé Jean Messia pour la famille du policier qui était emprisonné. Mais c'est assez rare d'avoir des cagnottes qui fonctionnent à droite, d'avoir cet écosystème, parce que les gens de droite ne comprennent pas ça. Qu'à un moment donné, l'argent, c'est quand même ce qui permet de faire des choses. Oui, absolument, c'est ce qui permet de faire des choses, c'est ce qui permet de dormir. Parce que je vous assure qu'avec en incertitude économique, votre cerveau reptilien ne vous laisse pas dormir. Ou alors vous êtes complètement monté à l'envers, hein, comme dans Ken le survivant, qui a le cœur à droite, là. Normalement, votre cerveau reptilien s'assure que vous ayez un toit, qu'on ne vous menace pas, que vous n'ayez pas faim, pas soif. Donc, j'aime bien dormir, donc il faut que je puisse dormir sous quelque chose. Encore une fois, moi, on me reproche beaucoup de choses, parfois vraies, parfois fausses. Je trouve qu'on ne souligne pas assez, d'ailleurs, mais j'ai quelques séminaires sur la réussite personnelle, l'économie, qui sont ceux que je vends le moins, et c'est un peu dommage, peut-être parce que par pudeur, je donne pas les chiffres. Alors que dans cet écosystème, il faut annoncer des chiffres de vente mirifiques. Ma préoccupation est d'abord d'acheter ma liberté. Peut-être parce que j'ai du sang d'esclave, hein, comme tous les Guyanais, ou la plupart. Ma préoccupation est d'acheter ma liberté pour ne pas aller me cacher dans la montagne, comme dans les ex-colonies. Voilà, je ne veux pas être rattrapé par l'armée impériale, je ne veux pas être rattrapé par la patrouille. Et quand on veut acheter sa liberté, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup essuyer de désillusions, de trahisons, remettre 100 fois son métier à l'ouvrage, comme disait La Fontaine. Et on n'a pas le temps de créer beaucoup. Pour pouvoir penser librement, il faut être débarrassé de l'impératif de gagner de l'argent. Et si vous me trouvez des contre-exemples, c'est-à-dire des gens qui ont réussi à faire carrière, à créer quelque chose, à acheter leur liberté, tout en léguant une litanie de concepts nouveaux, vous me les présentez. Mais en général, les penseurs meurent pauvres ou ont une rente. Pour terminer justement cet entretien, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, hein, juste en conseil, à ceux qui nous écoutent et qui justement voudraient mener des projets qui sont des projets plutôt, je dirais, idéologiques, culturels, qui justement ont envie presque de vivre de ça pour s'y consacrer pleinement? Parce que comme vous le disiez, vous, ça fait vraiment longtemps, et contrairement à beaucoup de personnes aujourd'hui, vous avez créé une fondation qui est solide. Je vais encore une fois citer mon maître Jean-Laurent Cochet, qui lui-même citait d'autres, hein, mais c'est une forme d'humilité. C'est ce que les cons comprennent pas. Ils pensent que citer est une forme d'arrogance, alors qu'en réalité, citer, c'est la plus grande humilité. Ça veut dire « je ne sais pas mieux le dire que les autres ». Il disait il faut travailler comme si ce soir était le dernier soir, mais également comme si on devait vivre 100 ans. Et le conseil que je donnerais, c'est effectivement, faites comme s'il n'y avait pas de demain, mais gardez à l'esprit que vous vous préparez à ce que vous serez dans 20 ans. Beaucoup
de pseudo-entrepreneurs ou de jeunes innovants ou de gens qui ont une idée, et notamment dans notre coin idéologique, beaucoup ont cette obsession du gain rapide. Et en réalité, le gain rapide et le gain à long terme, je ne vais pas dire que c'est antagoniste, mais c'est souvent contre-intuitivement décorrélé, ça ne va pas ensemble. Je donne un exemple concret. J'ai 500 clients abonnés VIP, plus, on va dire, allez, 5000 non-abonnés. Donc sur ces 5500 personnes, vous imaginez bien que j'ai des dizaines de professions libérales, d'avocats, etc. Et quand j'en ai en ligne pour des études de cas, donc qui sont des situations professionnelles ou personnelles où ils me décrivent un dilemme humain et où je donne mon avis, pas de conseil mais un avis, je remarque souvent que ceux qui réussissent sont ceux dont les prestations ne sont pas immédiatement portées sur combien je peux extirper au client, mais sur quelle valeur je peux apporter au client, quitte à travailler à blanc au début, pour pouvoir signer un plus gros contrat. Et je le déplore, mais moi, quand je suis à la recherche d'un expert ou d'une profession libérale ou d'un spécialiste ou dans un domaine où je n'en connais pas encore, alors, grâce à Dieu, comme mon réseau de clients s'étend, dans peu de temps, j'aurai absolument toutes les professions. C'est-à-dire que de quoi que j'ai besoin, il y en aura dans mes clients. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas. J'ai des dizaines d'avocats dans mes clients, mais il y a des spécialités où j'en ai pas, et donc je dois aller, comme tout le monde, sur Internet, sur Google, demander aux amis, etc. Et je déplore, par exemple, que la moindre lettre, le moindre service, la moindre interrogation, le moindre questionnement soit facturé. En réalité, et j'ai des contre-exemples à cette pratique, je connais des gens qui vous démontreront le contraire, à quelqu'un de valeur, à quelqu'un qui cogite, à quelqu'un qui semble aligné, si vous vous penchez quelques heures, pas des jours, pas des semaines, quelques heures, quelques demi-heures, vous vous penchez sur son cas, vous faites une micro-recherche, un embryon d'analyse, et vous lui proposez une réponse, un plan d'attaque, qui lui montre que, même gratuitement, vous avez déjà commencé à travailler pour lui, si derrière vous faites un devis honnête, il est obligé qu'il accepte. Et je trouve que beaucoup de soi-disant experts, notamment dans les professions libérales, mais pas que, sont terrorisés à l'idée d'être exploités. C'est peut-être quasiment une peur inconsciente de gauche, patronat, spoliateur, etc. Et terrorisés à l'idée d'être exploités, vous êtes obsédés par la facturation immédiate. C'est vrai d'énormément de graphistes, c'est vrai d'énormément... Et je le déplore, je le regrette. Ils vont s'énerver dans les commentaires, bon, il faut les laisser s'énerver. 99% des gens que je connais qui ont réussi sont des gens qui ont bossé énormément au départ, quitte à faire des devis plus petits, quitte à faire des heures en plus, pour gagner la confiance de gros dossiers qui ensuite ne vérifient plus. Et se rendre indispensable. Et se rendre indispensable. D'ailleurs, j'ai une formation qui s'appelle « Se rendre indispensable au travail », où je dis, votre première presta, vous devez surdélivrer. Absolument. Quitte à pas dormir et quitte à vous faire aider sans le dire, etc. Votre première presta surdélivrée, puisque ça va être le niveau de base sur laquelle on va vous juger par la suite. Donc si un jour vous n'êtes pas en forme ou vous n'avez pas le temps, vous serez tout à fait crédible à dire que c'était plus complexe, puisque la première fois, vous avez explosé les compteurs. Et ce que je dirais donc pour conclure à vos abonnés qui se lanceraient dans quoi que ce soit, c'est arrêter d'avoir cette hantise pusillanime de vous faire exploiter, de trop travailler, de pas assez vous faire payer. On a tous bossé pour des clopinettes au début, et moi le premier. Moi, mon premier salaire, c'était 1 800 € net. J'étais chez Sofray, c'est un institut de sondage. Et j'étais pas dans la rue à poser des questions, je rédigeais des entretiens qualitatifs et non pas quantitatifs, pour une business unit à gros budget, et ces entretiens étaient vendus aux clients des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Et moi, j'étais payé 1 800 € par mois net. Et j'avais un loyer à 900 ou 1000. Donc j'ai vécu pendant un an, bon après ils m'ont viré, mais ça c'est un autre sujet, sur 1000 balles. Mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Et la première qualité, c'est ça. C'est
surdélivrer, surperformer, ne pas avoir l'obsession de se faire bien payer tout de suite. Par contre, il ne faut pas être con. Il faut le faire en présence ou vis-à-vis de clients chez qui vous pressentez un retour sur investissement. Voilà. Et la fameuse citation de Balzac, oui, que je n'ai pas oubliée, Balzac, qui, comme tous les autres, enfin, à peu près comme tous les hommes qui se sont confrontés à la féminité sans y avoir été préparés, ont eu des poussées d'urticaire de misogynie, était les femmes tiennent leur fortune entre leurs jambes. C'est pas de moi, c'est de Balzac, merci. Mais c'est pas le pire. Hein. Tristan Bernard, les femmes vous montrent leur sein pour vous faire croire qu'elles montrent leur cœur. Je cite de mémoire. Bon, on connaît tous Nietzsche. La femme est une surface qui mime la profondeur. Pareil, les chansons de Gainsbourg, infiniment misogynes, alors que c'était quelqu'un qui avait les plus belles femmes du monde. Hein, je veux dire, aucun d'entre nous n'a le CV amoureux de Gainsbourg. Un mec, il a fait Bardot, Birkin. J'avais même une série qui s'appelait Le Misogyne du mois, où je montrais que l'intégralité des auteurs et des penseurs, en fait, s'étaient confrontés au même... Et puis je m'étais demandé pourquoi, voilà, toujours en articulant féminolatrie, c'est-à-dire fascination pour la féminité, et quid de la femme réelle, voilà. Comme j'expliquais au début, hein, épanadiplose, on revient sur ce qu'on disait il y a maintenant 2 heures, quand vous préférez la réalité à la féminité, on vous traite de misogyne. Et puis quand c'est le contraire, vous passez sous les radars, quoi. Guerre et paix. C'est une belle touche de conclusion. Merci beaucoup Stéphane-Édouard, en tout cas, de nous avoir accordé cet entretien passionnant. Merci de nous avoir donné du temps pour votre passage en France. On invite du coup nos abonnés à regarder votre site qu'on met en description avec les différents réseaux sociaux. On espère vous voir peut-être l'année prochaine. On aura toujours plein de nouvelles questions. Et je souhaite à tout le monde un excellent dimanche soir et de terminer cette journée en se disant qu'il ne faut jamais se résigner. À très bientôt. Merci encore Stéphane-Édouard. Livre noir. Oui, ce sera Livre noir. Quel meilleur nom que celui-ci, si proche de ce qu'étaient nos ambitions, celle de contribuer à la vie politique et médiatique du pays, celle de traiter des sujets dont personne ne parle ou dont on ne parle qu'en écumant les mêmes mensonges au service des mêmes soumissions. Aujourd'hui, Livre noir est là. Nous occupons le terrain, les réseaux sociaux, les kiosques et les plateaux. Et demain, grâce à vous, nous demeurerons. Sur Livre noir, nous vous dirons toujours ce que nous avons vu. À vous de voir ce que vous voyez.